Merci Marie-Catherine Dufour. Vous avez tenu l'objectif et puis vous avez mis en perspective aussi ce combat, en tout cas, dont nous allons reparler immédiatement avec Jean-Michel Trespaille. Hein, il y a un « et » sur nous, excusez-moi. Barrault, qui nous vient, lui, de la direction régionale de l'agriculture de Languedoc-Roussillon et plus particulièrement du service de la protection des végétaux. Moi, je fais à l'ancienne, le SRAL, pardon. Et qui va nous parler, parce qu'il est très impliqué dans à la fois l'approche nationale du repérage et de la lutte contre la flavescence, qui va nous faire un point en nous disant un peu où on en est d'ailleurs au plan national et singulièrement peut-être dans le Languedoc. J'ai oublié une toute petite précision sur le mode d'emploi de notre après-midi. On aura 3 tables rondes successives. On va faire en sorte, en étant vertueux tous, que le temps des questions vienne à la fin de chaque table ronde, mais il se peut qu'on n'arrive pas à prendre toutes les questions parce que votre curiosité serait trop en éveil. Et donc, il y a toujours le mode écrit avec des petits bulletins qui vous sont dans le dossier qui vous a été remis, qui sont toujours possibles d'accueillir les questions auxquelles il vous sera fait réponse si on n'a pas pu les poser. Donc, à vous-même, cher monsieur, vous avez un micro juste devant vous. Voilà. Oui, on peut commencer par le niveau national. Donc, au niveau national, l'organisation de la lutte collective obligatoire doit répondre aux exigences de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2003. Cet arrêté ministériel, bien sûr, c'est le cadre réglementaire national qui s'applique à toutes les régions. Donc, cet arrêté prévoit notamment les mesures à prendre en cas de découverte d'une souche contaminée par la flavescence dorée. Il définit les conditions d'entrée et de sortie du périmètre de lutte. Et ensuite, il fixe les mesures d'assainissement et de prophylaxie. Donc, on vient d'en parler, tout ce qui concerne les arrachages. Donc, toute parcelle contaminée à plus de 20% doit être arrachée en totalité. Arrachage obligatoire des souches contaminées. Et ensuite, donc, il rend les traitements insecticides obligatoires dans les périmètres de lutte. Alors, l'articulation entre l'arrêté ministériel et les situations communales, comme cela vous a été présenté, est assurée par les arrêtés préfectoraux. C'est-à-dire que les arrêtés préfectoraux réglementent, suite à l'avis consultatif de la commission départementale, le nombre de traitements obligatoires. Donc, en fonction de la situation du terrain, des indicateurs qui ont été renseignés par le travail des GEDON, eh bien, il y a une analyse de risque qui est réalisée et la commission départementale émet un avis sur la possibilité d'aménagement de la lutte. Concernant par contre les mesures de prophylaxie et d'assainissement, elles sont non modulables, c'est-à-dire qu'effectivement, elles s'appliquent telles quelles dans toutes les régions. Je ne sais pas si je vais sur plus les loin. régions alors viticoles dans notre pays, il y en a qui ne sont pas atteintes ou éventuellement où la flavescence n'aurait pas été détectée. Un petit rappel. Oui, un petit rappel. Oui, au niveau national, dont le périmètre de lutte obligatoire occupe plus de 420 000 hectares de vignes, donc c'est environ la moitié du vignoble français. La situation globalement est plutôt à la recrudescence de la maladie. On a un maillage de situations diverses et variées. On a des communes, vous le savez, où la maladie est maîtrisée et donc l'aménagement de la lutte insecticide tout à fait possible. Et puis effectivement d'autres communes où on constate des cas inquiétants de recrudescence. Donc 420 000 hectares. Une petite parenthèse dont le Languedoc-Roussillon, puisque c'est ma région, occupe 200 000 hectares, dont à peu près 50% du périmètre de lutte obligatoire. Donc on est effectivement très concerné par la maladie. À l'opposé, ou à contrario plutôt, concernant les régions exemptes de la maladie, eh bien il ne reste plus que les vignobles septentrionaux, donc Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Donc c'est des régions bien sûr qui sont sous très haute surveillance, bien sûr, avec des monitorings concernant le vecteur, avec des prélèvements sur symptômes jaunisse, puisqu'ils ont le bois noir. Voilà. Donc en 2010, la situation était la suivante. Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne
pas de flavescence dorée. Donc ces 3 régions sont exemptes de flavescence dorée. Par contre, découverte du vecteur en Champagne. Ben voilà, je crois que vous avez été très cursif, mais c'était important de faire ce point, de le dire aussi. C'est une information partagée qui montre à quel point aussi il faut être extrêmement attentif, comme vous l'êtes. Alors on a fait un petit tour de France, on est passé par le Languedoc-Roussillon, on va retourner en Aquitaine avec Karine Garcia du SRAL Aquitaine. Voilà, je l'aurais fait. Je suis fâché avec les sigles, mais on va le faire quand même. Qui va nous parler, elle, de la situation dans la région, notamment. Et puis, en particulier, le rôle que vous jouez au niveau du SRAL, en liaison avec les Gédéons aujourd'hui, pour participer à la lutte. Voilà. Donc oui, en Aquitaine, 90% du vignoble est en périmètre de lutte, donc soumis à des traitements obligatoires. Après, il y a des modes de gestion qui diffèrent selon les départements. On a des départements qui ont plutôt une gestion en jet-don, comme la Gironde et le Lot-et-Garonne, et puis des départements qui ont une gestion via les fédérations départementales des jets-dons, comme les Landes ou les Pyrénées-Atlantiques. Alors, le rôle du SRAL au niveau, dans les jets-dons, c'est déléguer l'organisation de la lutte via l'écriture d'un cahier des charges, auquel participe également la Fredon par son expertise technique. Alors faites-nous une petite traduction de Fredon, vous ferez mieux que moi. Fédération régionale de défense des organismes contre les organismes nuisibles. Merci. Donc voilà, le SRAL délègue la lutte au niveau des jets-dons sur leur territoire contre la flavescence dorée. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais il y en a quelques autres oui. aussi qu'on avait préparées. Et notamment, comment ça se passe quand on découvre un CEP avec des symptômes qui laissent entendre qu'on est peut-être face à... Si on est sur le territoire d'un jet-don, on informe évidemment l'animateur du jet-don qui, lui, fera le lien avec le SRAL et la Fredon. Si on est hors territoire jet-don, on passe directement, on informe directement la Fredon ou le SRAL, en l'occurrence. Voilà. Bien. C'est une première série de réponses qui vont nécessairement appeler tout à l'heure, je le pense, des questions. Mais on continue notre exploration. Non, je pense qu'il y a là. On continue notre exploration donc avec Sylvie Malin-Bic-Maher, voilà, qui, elle, va nous parler de la recherche au niveau en particulier de l'INRA Bordeaux. Comment le fait-on, cette recherche? Quelles pistes explore-t-on aujourd'hui? Quelles applications à court terme, à moyen terme, enfin tout. Quelle réflexion aussi sur le combat? Oui, alors il y a 2 équipes qui mènent des recherches sur la flavescence dorée aujourd'hui en France. Elles sont toutes les 2 situées à l'INRA de Bordeaux. Alors, dans mon équipe, on travaille plutôt sur le phytoplasme, sur la bactérie de la flavescence dorée. Et il y a également l'équipe de Denis Thierry qui, elle, travaille plus sur le vecteur de la maladie, la cicadelle Scaphoideus titanus. Alors, dans mon équipe, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on développe des tests de détection des phytoplasmes de la vigne. Et ces tests sont actuellement utilisés par les laboratoires agréés qui analysent les prélèvements réalisés par les prospecteurs, donc tests de détection. On développe également des tests de génotypage et ces tests, ça permet de suivre les différentes souches de phytoplasme qui circulent au sein des vignobles, mais qui circulent également dans certaines plantes sauvages qui poussent à proximité de ces vignobles. Et ça, c'est des outils qui vont être utilisés pour faire de l'analyse de risque et de la prévention du risque épidémique. Et ça peut être très utile par les SRAL pour savoir s'ils doivent engager ou pas la lutte dans des situations bien précises. Et puis récemment, donc, on a démarré un programme sur la recherche de résistance chez la vigne. Et donc là, on regarde ça en regardant la sensibilité de différents cépages et porte-greffes français, mais aussi de vitis sauvages d'origine asiatique ou américaine. Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir des assemblages porte-greffes-greffons qui soient moins sensibles à la maladie, avec objectif à plus long terme l'amélioration variétale. Voilà. D'un point de vue plus fondamental, ensuite, on va essayer de comprendre les mécanismes d'interaction entre la bactérie et ses hôtes, la cicadelle et les plantes. Mieux comprendre ces mécanismes, ça veut dire pouvoir éventuellement bloquer ces mécanismes de transmission par l'insecte et de propagation dans la plante. Voilà. Et
l'équipe qui travaille sur la cicadelle, elle travaille à mieux comprendre le comportement de cet insecte et sa biologie, mieux comprendre le comportement pour pouvoir éventuellement perturber ce comportement et bloquer la dynamique de transmission. Et la biologie, par exemple, il travaille sur l'influence du climat hivernal sur les éclosions. On sait que c'est important en ce moment. Et ça donne ces résultats, ça donne des outils pour les SRAL-Fredon pour prévoir l'échelonnement de ces éclosions et mieux positionner les traitements. Bon, le froid actuel, si je comprends bien, est une opportunité pour vous en termes de recherche. Hein. Si j'ai bien compris la petite musique que vous nous disiez, là, il fait très froid. On va voir justement en quoi ça peut nous apporter des informations. Deux aspects, changement climatique, réchauffement global et froid hivernal également. Ponctuel, voilà, très bien. Bien, on continue notre exploration. On va s'en aller en Médoc avec Pauline Gauthier, qui est technicienne à la Chambre d'agriculture et qui, si j'ai bien compris, travaille de très près sur le Gédéon Médoc, sur ce qu'on y fait, avec beaucoup de questions qui me sont suggérées, mais je vais vous laisser en parler parce que déjà la manière dont vous allez nous en parler, faire un point de votre travail, c'est quand même sûrement très intéressant. Voilà. Donc moi je m'occupe plus particulièrement de la partie animation technique du Gédéon Médoc, et donc qui consiste à encadrer la lutte tout au long de la campagne viticole, plus particulièrement au moment de la période estivale pour le contrôle du vecteur et la prospection du vignoble. En gros, voilà. Voilà. Alors, quel constat et puis quelle première mesure prise alors ? Comment vous travaillez Mais tout d'abord, on a longtemps parlé d'éradication, d'éradication en termes de but, d'objectif de la lutte. Par éradication, on sous-entendait disparition totale de la maladie et donc plus aucun cep atteint de flavescence dorée sur le territoire. On revoit aujourd'hui les objectifs puisque c'est un objectif qui nous paraît plutôt difficile, voire impossible à atteindre. La flavescence est maintenant présente depuis de nombreuses années en Gironde. Donc aujourd'hui, le but vraiment de la lutte mise en place, c'est de contenir la maladie à un niveau acceptable et pour pouvoir vivre avec et surtout éviter sa propagation. Alors je crois qu'il y a un travail original qui a été entrepris de prospection par commune. Oui, pouvez-vous nous en parler ? sur le Médoc, donc les objectifs, pour revenir d'abord sur les objectifs, oui. Donc c'est d'abord d'établir une stratégie à long terme pour éviter la propagation de la maladie par le contrôle du vecteur et par la prospection du vignoble. Le deuxième objectif des GEDON, c'est aussi de réduire les intrants phytosanitaires, puisque en contrôlant, en mettant en place des réseaux de piégeage, en surveillant le vecteur, on peut réduire, Marie-Catherine Dufour vous l'a dit, les intrants d'un 20% par exemple, nous pour l'année 2011 dans le Médoc. Et le troisième objectif, c'est de sensibiliser donc les viticulteurs. Donc il y en a un groupe, je crois, qui a été... voilà, l'intérêt de la lutte est sensibiliser à la reconnaissance de la maladie. Et d'où l'action mise en place au Gédéon Médoc pour donc une prospection qui a été organisée avec les viticulteurs. C'est-à-dire qu'on a organisé, ça a lieu depuis 2 ans, cette année on a organisé 3 journées de prospection avec les viticulteurs. Donc on organise, c'est pas dans la durée, c'est vraiment très ponctuel, des journées de prospection, donc où on forme plusieurs équipes de 10 personnes avec des chefs d'équipe et des prospecteurs. Il y a 50 à 100 viticulteurs qui ont participé à chacune de ces journées cette année. Et donc on a réussi donc à prospecter 1300 hectares dans le Médoc par ce biais. Et également aussi on procède à une prospection avec les lycéens, donc les lycéens de l'Éplève-Pas, notamment nous dans le Médoc avec les lycéens du lycée de Blanquefort. Donc il y a une journée aussi qui est spécialement organisée pour cela, prospection avec environ 70 lycéens et leurs professeurs, donc du vignoble. Et ça s'est conduit aussi sur d'autres vignobles avec le Gédon du Sauternais, sur la Tour Blanche, et le Gédon du Libournais avec le lycée de Montagne Libourne. Voilà. C'est un rappel important puisque la formation en effet précoce d'une certaine manière est aussi un investissement à faire
pour mieux connaître la propagation de la flavescence et surtout être dans le coup pour essayer de la combattre, de la reconnaître et de la combattre. Enfin, voilà, ça nous paraît intéressant que les viticulteurs, chefs d'exploitation, chefs de culture ou vignerons soient formés, puisque c'est eux qui sont au quotidien dans les vignes, et c'est par là que passera l'efficacité de la lutte. Très bien. Merci pour votre contribution. Alors on continue, on va faire un tour du côté de la viticulture aussi avec Bernard Couder, qui est viticulteur et président du Gédéon de Bordeaux, dont je disais tout à l'heure en introduction, parce que vous me l'aviez rappelé, je ne le savais pas, mais je l'ai appris à la faveur de notre rencontre, qui a été créée au mois de septembre dernier, et qui a donc élargi le champ d'implication de l'ensemble de la profession dans cette lutte. Voilà. Oui, c'est un nouveau-né bien portant, puisque ça représente quand même un certain, on y reviendra tout à l'heure, une certaine surface. Oui. Le Gédéon, c'est un terme assez amusant qu'on transforme de cette façon. Ça permet de mieux, que tout le monde le comprenne mieux, bien évidemment. Sûr, bien sûr. Donc, comme vous le disiez, a été créé à la suite d'une décision de l'Assemblée Générale de l'ODG Bordeaux et Bordeaux Sup. Et ça a été créé au mois de septembre 2011. Oui. Et donc là, dans l'approche qui est tout à fait récente, il y a la volonté de prendre en compte des différents aspects, et notamment un problème dont on a parlé lorsqu'on a préparé cette journée, de la présence de friches dans le vignoble, qui est un aspect intéressant, en quoi, à un moment où, par ailleurs, les difficultés est importante au point de vue économique, et donc générer des friches. En quoi les friches posent-elles des soucis? Mais c'est une question que je vous pose, mais qui peut faire rebond autour de nous, Marie-Catherine et d'autres. Bien sûr, je demanderai à Karine sûrement, peut-être, sur le plan technique, de développer la chose. C'est vrai que ces vignes en friche, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, et qui est à l'origine de toute cette prise de conscience pour finir de mailler l'ensemble du territoire aquitain, enfin de l'ensemble du territoire girondin, l'ensemble du territoire viticole girondin, pour cette surveillance de la flavescence. Oui, les vignes en friche, c'est un gros souci, on le sait. On en voit apparaître de plus en plus dans différents secteurs. Il n'y a pas forcément, c'est pas lié à telle ou telle appellation, mais c'est sur l'ensemble de la Gironde. Et souvent, c'est des problèmes familiaux, des problèmes de succession. Enfin bref, voilà, ces vignes sont par nature abandonnées. Donc abandonnées de toute surveillance et abandonnées de tout traitement. Et elles posent d'énormes problèmes. L'éradication, c'est un point important. On va y travailler d'une manière... Il faut aussi qu'il y ait une certaine inertie pour que les choses se mettent en place. Et là-dessus, je vais demander à Karine de nous expliquer un peu comment on a commencé à procéder pour... à vous. Mettre les choses à jour. Oui, les vignes abandonnées sont d'arrachage obligatoire en périmètre de lutte. Donc on a vu tout à l'heure qu'en Aquitaine, on avait 90% du vignoble qui était en périmètre de lutte. Ces vignes abandonnées, elles nous sont à l'heure actuelle déclarées par les GEDON, notamment en particulier le GEDON de Bordeaux, qui nous en déclare une bonne partie. Des moyens ont été développés au niveau du SRAL pour gérer ce dossier qui a une grosse partie administrative, puisqu'il faut rechercher les propriétaires de ces vignes. C'est pas forcément des choses évidentes puisqu'on a souvent des cas particuliers. Mais c'est une procédure qui est longue parce que tout administré a un droit de réponse de 2 mois. Donc à chaque fois qu'on va faire une injonction, et puis c'est une procédure qui est pyramidale. Au début, elle est souple. On va commencer par de simples courriers, puis plus ça va, et si on n'a pas de réponse, on va aller en durcissant la procédure. Mais à chaque fois, il faut donner un droit de réponse de 2 mois à l'administré. Donc ça explique le temps de la procédure. Mais on aboutit à la fin à la réalisation d'un constat contradictoire en présence du maire, du président du GEDON ou de la fédération départementale s'il n'y a pas de GEDON. Et ce constat contradictoire de présence de vignes abandonnées en périmètre de lutte doit aboutir, là aussi, s'il n'y a toujours pas de réponse de l'administré, à un arrachage administratif. Voilà. Bernard Couder, comment imaginer la lutte sur une superficie aussi importante que celle qui participe au GEDON Bordeaux, 78 000 hectares?
C'est pas simple. En effet, il faut des moyens. On s'imagine on l'évoquait à l'instant, mais... Oui, 78 000, 80 000 hectares, en gros, sachant que l'ensemble du vignoble girondin, c'est 117 000 hectares. Oui. Donc, vous voyez l'importance, quand je disais d'un nouveau-né bien portant, vous voyez ce que ça représente. C'est pas simple, hein. On est en train de mettre en place, donc d'une part, la prospection. Elle a déjà bien démarré. Marie-Christine a travaillé sur le sujet. Et puis, on va aussi faire du piégeage. Donc, tout ça va évoluer. L'essentiel, c'était de mettre en place toutes ces actions. Il fallait démarrer parce que l'ensemble de ces vignes étaient traitées d'une manière systématique. Et aujourd'hui, dans le cadre du cahier des charges, il faut alléger les traitements, respecter la flore environnante et d'adapter ces traitements en fonction de ce qu'on peut observer sur le terrain était une nécessité absolue. Mais ça se met en place. Donc on fait aujourd'hui avec les moyens que l'on peut, parce que la viticulture n'est pas forcément très riche, surtout la grosse majorité de la viticulture, et toute nouvelle cotisation est toujours difficile à demander aux déclarants. Voilà. Merci. Marie-Catherine ? Oui, je peux compléter un petit peu. Oui. On a, face à l'ampleur du travail qu'il y avait à réaliser sur le jet d'eau des Bordeaux, on a décidé de mettre en place des priorités, de définir des priorités. Donc, les 7000 hectares qui ont été prospectés en 2011, en fait, correspondent à... on a défini une liste de communes qui étaient dites à risque. Pour cela, en fait, on a un agent à la Frédon qui est sur le vignoble et qui est spécialisé sur la flavescence dorée depuis maintenant plus de 10 ans. Et donc, qui nous a défini une liste de communes sur lesquelles il pensait qu'on allait pouvoir trouver de la flavescence dorée et qui étaient des communes sur lesquelles il n'y avait jamais eu de prospection de réaliser. Et donc, il était urgent d'aller voir un petit peu ce qui se passait. Donc, ces communes, en fait, on a décidé de les prospecter en totalité en 3 ans. Donc, on a réalisé 30% de la prospection sur ces communes cette année. Et le reste des 7000 hectares correspondent en fait à des communes dans lesquelles il y a des vignes mères de greffons et de porte-greffes, puisqu'on a vu tout à l'heure que le phytoplasme est transmissible par le greffage. Et on s'est dit qu'en fait, ces vignes-là, c'était des vignes qu'il fallait qu'on protège. Donc, elles sont déjà prospectées régulièrement, puisque France Agrimaire prospecte les vignes mères de greffons, prospecte à peu près 25% de ces vignes tous les ans. Donc, en 4 ans, la totalité du verger de vignes mères de greffons est prospectée. Mais l'idée, c'était surtout de prospecter autour des vignes mères pour faire un cercle un petit peu de sécurité autour de ces vignes. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à la prospection cette année de 7000 hectares. Donc l'année prochaine, le but, c'est au moins de réaliser ce même type de prospection et de continuer la progression. Et évidemment, de faire évoluer le protocole, puisque sur le territoire qui a déjà été prospecté, on pourra mettre en place notamment du piégeage et adapter le nombre de traitements en fonction de ce qu'on a trouvé cette année.